Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Joyeux anniversaire au 21e rencontre François Rabelais. Et profitons-en aussi pour souffler 15 bougies du repas gastronomique des Français qui, il y a donc 15 ans, presque jour pour jour, à travers une candidature pionnière, faisait son entrée dans le sein des saints de l'une de l'UNESCO, en l'occurrence le patrimoine culturel immatériel. À mon tour, et après ces discours qui ont rendu hommage au travail exceptionnel fait par l'IEHCA, je voudrais dire combien aussi pour nous tous aussi de ce panel, et là est un moment joyeux de retrouver ce rendez-vous assez unique en la matière, en termes de transmission et de partage de connaissances en général, et de savoir culinaire en particulier. C'est vrai que les rencontres François Rabelais associent habilement théorie et on va essayer de réfléchir ensemble et également, vous le savez, en regardant le programme très riche qu'il associe aussi à travers les ateliers, des pratiques et des partages d'expériences. Tours devient, comme cela a été dit par le vice-président de l'université, le cœur battant des cuisines de l'humanité. Et sans quitter Tours, c'est quand même assez fabuleux, vous allez pouvoir découvrir toutes les saveurs du monde. On l'a vu enfin, cet après-midi, je crois, comme ça on verra aussi bien les techniques de vinification du vin géorgien, le thieboudienne ou thieboudienne du Sénégal, les fromages du Brésil et leur savoir-faire associé, ou les techniques du saké japonais. Vous voyez, le monde est à Tours pendant ces 2 jours. Les rencontres François Rabelais sont aussi un exercice de musculation de nos deux hémisphères. Donc on va essayer de travailler, d'avoir quelques échauffements entre nous. Et ce matin, nous allons débuter les rencontres François Rabelais avec cette discussion sous forme de définition, mais aussi d'interrogation. Vous le voyez, essayer de se familiariser avec, vous allez le voir très très vite, se familiariser avec cette notion de patrimoine, non pas de l'humanité, mais patrimoine culturel immatériel. Et comment cette dimension immatérielle se marie finalement assez bien avec nos enjeux de cuisine. Donc le PCI, et c'est le titre qui va probablement apparaître sur la première diapositive, Quesaco, ou le PCI, de quoi est-il en définitive le nom? Pour essayer de rentrer dans cette première phase de réflexion, on va revenir sur les étapes de son émergence, à la fois en France. Encore une fois, c'est vrai qu'on est quand même plus familier avec le patrimoine bâti, mais c'est de voir comment il a émergé en France, peut-être des arts et traditions populaires, jusque aujourd'hui à ce qu'on appelle plus volontiers le patrimoine vivant. Comment cette émergence se fait en lien avec les travaux de l'UNESCO, et notamment cet outil juridique dont beaucoup de nations et de communautés se sont emparées à travers la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Que veut dire sauvegarde? Quelle est la part de danger, de péril? On interrogera ces différents sujets. Vous le verrez aussi, la notion de patrimoine immatériel se rattache à d'autres concepts tels que celui des communautés, des praticiens, des praticiennes, de cet élément essentiel des arts, et en particulier de la cuisine, de la gastronomie, de la transmission. Et puis son évolution, montrer que c'est des patrimoines vivants, son évolution, ses recréations en permanence. Et puis ces notions aussi de sauvegarde ou de viabilité des pratiques et des expressions et des éléments qui ont pu être inscrits. Ce sera aussi une façon de se poser la question de comment ce patrimoine immatériel peut nous aider aujourd'hui à se confronter au monde, ma foi, assez agité, à être d'une certaine façon au monde, à se singulariser, à résister parfois aussi à certaines tentations ou tendances de la globalisation dans ce qu'elle n'a pas forcément de plus favorable, à voir comment on peut continuer à singulariser des pratiques. Pour nous accompagner et nous éclairer dans cette première rencontre,
Nous avons la chance, le plaisir et l'honneur d'accueillir des panels complémentaires, des personnalités, et je vais commencer dans l'ordre de présentation ainsi, donc avec Lily Martinet. Lily Martinet, vous êtes juriste, et j'ai noté que tout à l'heure la référence du cours qu'elle est suivie du vice-président n'était pas sans alerter, et une référence que vous connaissez également. Vous êtes juriste, vous êtes chargé de mission pour le patrimoine culturel immatériel au département de la recherche, de la valorisation et du patrimoine culturel immatériel du ministère de la Culture au sein de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Vous avez aussi en charge l'instruction des dossiers à l'inscription l'instruction en vue de l'inscription à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel qui existe donc depuis 2008, et on y reviendra. Et je pense que ce sera important de voir un peu dans quelle perspective historique se situe l'émergence de cette notion. Je reste dans le domaine du ministère de la Culture et des services déconcentrés, et merci beaucoup à Damien Leroy de nous faire l'amitié de venir en voisin, puisque je crois que la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, est à Orléans. Vous êtes conservateur général du patrimoine, donc à la DRAC, région Centre Val-de-Loire, et vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois, le référent patrimoine culturel immatériel, et vous allez nous dire un peu en quoi ce travail consiste à l'échelle d'une région, d'un territoire, essayer de donner de la chair, si j'ose dire, à cette vitalité des patrimoines, les illustrer et leur diversité, qui est aussi une caractéristique du patrimoine culturel immatériel. Là, je passe à Pierre Hermé. Je vais finir avec Alice. Je passe à Pierre Hermé, que je vous à peine présenté. Je rappellerai qu'il est chef pâtissier chocolatier, qu'il a été élu. Et Pierre, merci beaucoup de ta présence, de votre présence. Il a été élu meilleur pâtissier du monde en 2016. Il continue d'être extrêmement actif dans le monde de la pâtisserie, de la création pâtissière. Et on évoquera ensemble un dossier, un projet qu'il porte et qui lui tient à cœur, en lien avec aussi l'IEHCA, qui est cette tentative de reconnaissance à l'inscription de l'inventaire national des savoir-faire liés à la pâtisserie française. Et puis nous poursuivrons, si vous le voulez bien, ce voyage au pays des merveilles du patrimoine culturel et alimentaire avec Alice Bernadac, notre conservatrice de la tapisserie d'Aubusson. Tapisserie d'Aubusson inscrit parmi les premiers éléments dès 2009, si je ne me trompe pas, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et donc Alice Bernadac, venue directement de Aubusson, on évoquera sa façon dont une tradition de la tapisserie, c'est aussi, à la faveur de l'encouragement et de la reconnaissance UNESCO, se renouveler, investir des domaines nouveaux. Il sera peut-être moins question de Lewis Carroll que de Tolkien et de Miyazaki. Voilà. Pour démarrer tout de suite après ces présentations, peut-être donner la parole tout de suite à Lily Martinet pour, si vous voulez bien, nous retracer cette perspective historique d'émergence d'une notion, je pense qu'on est de plus en plus familier désormais, mais qui quand même reste à repréciser et voir d'où vient, de quoi est-il le nom, ce patrimoine culturel immatériel qu'ESACO. Merci beaucoup Pierre, et je tiens à dire que je suis ravie d'être là aujourd'hui, mais en revanche j'ai la voix cassée, donc voilà, j'ai déjà une petite voix à l'origine, mais voilà, elle sonnera de façon un peu moins agréable aujourd'hui et j'en suis navrée. Donc, le patrimoine culturel immatériel, c'est une catégorie patrimoniale qui a émergé dans les années 70 comme notion, mais pas sous le nom de patrimoine culturel immatériel, mais plutôt sous le nom de folklore ou expression du folklore. À l'époque, on a un pays, la Bolivie, qui s'émeut de l'exploitation de ces airs traditionnels de musique au niveau de l'UNESCO, en réaction à un succès international qui est le hit de Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Donc cette chanson fait le tour du monde, génère des revenus massifs avec un disque, et la Bolivie reproche ce succès qui ne crédite pas l'origine des mélodies.
et considère finalement qu'elle a été dépossédée de son patrimoine et qu'il est anormal qu'elle ne soit pas reconnue comme étant à l'origine des airs repris dans cette chanson. En parallèle, également, la Bolivie souligne l'absence d'instruments pour protéger le patrimoine culturel et matériel. On est en 1973, en 1972, on a l'adoption de la Convention pour le patrimoine mondial, donc qui s'occupe uniquement du patrimoine matériel, les biens naturels, les biens culturels, les cathédrales, les sites. Et on n'a aucun instrument pour protéger la musique, les savoir-faire, les traditions. Donc on a deux besoins à l'origine. On a à la fois un besoin de reconnaissance, d'origine, un peu comme un droit de paternité, et la nécessité d'avoir un instrument qui reconnaisse le patrimoine qui est immatériel. Donc des réflexions vont être menées pendant plusieurs décennies au niveau de l'UNESCO. Et derrière, on va avoir une ligne de faille aussi entre les régions. C'est-à-dire qu'en appliquant la Convention sur le patrimoine mondial, on a une liste du patrimoine mondial avec une prédominance de sites européens, historiques, religieux. Et le patrimoine des autres régions, c'est-à-dire par exemple d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud, d'Asie, ne trouve pas sa place dans le patrimoine mondial. Donc on a à la fois cette question d'avoir un instrument pour reconnaître finalement un manque en droit international et également la nécessité de rééquilibrer. Donc on va avoir plusieurs étapes avant l'adoption d'un instrument international en 2003 par l'UNESCO qui est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. On va avoir notamment le programme des trésors humains vivants qui va inciter les États à mettre en place des systèmes où on va reconnaître une personne avec un haut niveau de maîtrise de savoir-faire et qui va les transmettre à un disciple. En France, ça s'est traduit par le programme de maître d'art élève. On a des maîtres d'art qui sont désignés à vie pour transmettre un savoir-faire très spécifique. Ça peut être par exemple la plumasserie ou des techniques de mosaïque. On va avoir ensuite un programme de proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, où les États vont proposer des éléments du patrimoine immatériel pour une reconnaissance, pour une proclamation. Et à cette étape-là, on va avoir, parce que je vais quand même faire un lien avec le sujet des rencontres, on va avoir un lien avec la gastronomie, puisque le Mexique avait fait une proposition liée à la gastronomie qui avait été refusée en 2005. Et à la suite de l'adoption de la Convention de 2003, on va avoir vraiment une explosion de tout le champ du patrimoine culturel et matériel, c'est-à-dire qu'on va passer d'une conception où on reconnaît les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, les arts du spectacle, les expressions orales, les connaissances liées à la nature, à l'univers, à des pratiques alimentaires, des pratiques sportives. Et, ce qui n'était vraiment pas du tout évident en 2003 quand la Convention a été adoptée. Elle rentre en vigueur en 2006 et on va avoir une série d'inscriptions et la France va ratifier cette Convention et va devoir la mettre en œuvre. Et parmi les obligations qui sont présentes dans cette Convention, on a pour chaque État qui ratifie la Convention l'établissement d'un inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Ce que la France a fait en 2008. Voilà. Je reviens juste, Lily, sur un point qui me semble aussi important dans cette sorte de géopolitique de la division du patrimoine, c'était la Bolivie. Il faut savoir, si j'ai bonne mémoire, qu'au début des années 2000, le directeur général de l'UNESCO est japonais, et qu'il y a tu parlais des trésors vivants, et notamment, là je parle sous le contrôle à la fois de la salle et puis certains cuisiniers bénéficiaient au Japon de cette reconnaissance de trésors humains vivants. Et quelle est la part de l'influence effectivement de cette philosophie venue du Japon sur son insertion dans l'outil juridique de la Convention de 2003 ? Donc le Japon, c'est le premier État à avoir eu au monde des législations pour protéger le patrimoine culturel et matériel. Donc c'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a une modernisation de la société japonaise et on a aussi une occupation américaine.
et émerge cette nécessité de protéger le patrimoine culturel et matériel. Et notamment, ça s'est fait à travers ce système de désignation de personnes comme trésors humains vivants, avec à la fois la reconnaissance, le prestige, mais aussi l'obligation de transmettre. On va retrouver ça aussi également en Corée du Sud. Donc c'est vraiment les premiers dispositifs. Ils vont énormément influencer l'UNESCO. Et donc c'est le directeur général, M. Matsuura, qui a vraiment œuvré pour qu'un instrument soit adopté au niveau international pour protéger le patrimoine culturel et matériel. Parfait, on va venir, et effectivement, et là, de fait, va découler cette obligation des États signataires, des États partis, dont la France a développé, comme on l'a dit, c'est peut-être la deuxième phase, et si la voix est toujours présente, de continuer de discuter, de présenter l'émergence de cet inventaire national, et puis de voir comment aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 500 éléments inscrits, à quoi il sert aussi au quotidien à l'échelle hexagonale et ultramarine. Peut-être qu'il y aura aussi un focus à faire sur pas les spécificités, mais la façon dont les territoires ultramarins se sont emparés du patrimoine immatériel également. Donc l'inventaire national, c'est une obligation. Tous les États doivent dresser un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel et matériel sur leur territoire. En France, on en a un qui est géré au niveau de l'administration centrale, donc c'est notre département qui s'en occupe. Et l'inventaire, il a plusieurs fonctions. La première, c'est d'identifier. Pour pouvoir protéger le patrimoine, il faut l'identifier, ce qui est assez évident. Le documenter, mettre en place aussi des mesures de sauvegarde pour le futur, pour assurer la viabilité et la transmission du patrimoine aux générations futures. C'est un instrument qui est à la disposition des communautés patrimoniales. Concrètement, au ministère de la Culture, on reçoit des demandes qui émanent de la société, des personnes qui nous écrivent en disant on a une fête, on souhaiterait qu'elle soit incluse à l'inventaire national, c'est important pour nous, on a besoin d'être reconnu. Ça répond vraiment à la fois des besoins de légitimisation, mais aussi de reconnaissance. Et ce qu'on se rend compte avec le patrimoine culturel et matériel, c'est qu'on est vraiment dans une démarche des droits culturels. C'est-à-dire les personnes s'approprient elles-mêmes leur patrimoine et mettent en place les mesures pour le sauvegarder. On a plus de 550 éléments à l'inventaire national, avec une grande diversité. On a quand même, c'est vrai, certaines régions qui sont plus présentes que d'autres. Donc en Outre-mer, ça fonctionne très très bien, puisque c'est une notion qui a été tout de suite comprise et utilisée et investie. On a en revanche certaines régions où le patrimoine culturel et matériel est moins présent. Par exemple, dans la région Hauts-de-France ou Grand Est. Moi, je suis à l'origine de la région Grand Est. J'ai grandi en Grand Est. Et pour moi, ça a toujours été une interrogation. Pourquoi le patrimoine culturel et matériel, finalement, était peu présent en région Grand Est et qu'on ait cette dominance, finalement, de tout ce qui est partie ouest de la France. Alors, je vais revenir sur, peut-être lister les domaines dans lesquels, pour qu'on puisse, comme ça, petit à petit, effectivement, donner de la chair et aller vers des exemples avec Damien Leroy, peut-être sur le territoire qui nous occupe là aujourd'hui, de la région centre Val-de-Loire. Je crois ils sont au nombre de 7, en tout cas pour l'inventaire national, je les cite, et vous verrez comment on peut se rattacher, peut-être, ici vous avez des idées, les pratiques sociales et festives, les traditions et expressions orales, les pratiques physiques. Alors vous verrez, ce n'est pas de muscler là, l'hémisphère gauche et droit, mais bien les joutes et les jeux de lutte, par exemple, mais on tâchera de le voir. Les arts du spectacle, j'ai presque envie de dire évidemment, ça coule de sens. Les jeux, là aussi, il sera intéressant de peut-être de donner quelques exemples pour notre auditoire. Les rituels. Et voilà, par exemple, la pratique sociale, festive et les rituels sont les domaines auxquels a été rattachée l'inscription du repas gastronomique des Français, par exemple. Et au-delà des rituels, les savoirs et savoir-faire. Et là aussi, on se rend compte que notamment les pratiques culinaires et du monde des métiers de bouche peuvent évidemment se rattacher à ce sujet, à cette thématique des savoirs et savoir-faire. Alors peut-être, et on reviendra évidemment sur le développement de l'inventaire national par la suite,
Mais Damien Leroy, donc référent PCI, j'espère que, voilà, c'est relativement nouveau hein, aussi ça comme indication. Ben on peut, oui, bonjour à tous tout d'abord, et puis je remercie les organisateurs de m'avoir sollicité pour cette petite intervention et représenter la direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire dans cette table ronde. Oui, c'est une préoccupation qui est à la fois ancienne et peu affirmée. Voilà, il y a toujours un espèce de fil comme ça, un peu ténu, où on se dit oui, le patrimoine culturel immatériel, ça existe, mais on n'a pas forcément d'agents complètement dédiés à son suivi, à chercher à tisser des liens avec les communautés qui sont porteuses de ces pratiques. Voilà, donc j'ai le sentiment que ça s'améliore quand même d'année en année au sein du ministère de la Culture, avec un service d'administration centrale qui est dédié, qui fait le lien aussi et qui organise qui anime un réseau à l'échelon national. Voilà, donc voilà, je suis plutôt optimiste sur le fait que l'attention qu'il faut porter à ce patrimoine culturel immatériel va s'affermir d'année en année. Il s'affermit aussi parce qu'il y a des pratiquants des communautés qui tout d'un coup se signalent. Alors effectivement, il y a à l'échelon national des régions qui sont très 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 bien proactives. Je pense à la Bretagne ou à l'Occitanie par exemple. Et à l'inverse, il y a des régions où c'est un peu plus timoré. La région centre. La Bretagne, par exemple, bon, c'est le plus connu, vous l'avez tous en tête, mais c'est la pratique du fest-noz qui a été à l'inventaire national, évidemment, puisque c'est obligatoire avant de vouloir candidater à l'échelle de l'UNESCO. Mais voilà, le fest-noz est également un des éléments français inscrits sur les listes du patrimoine culturel immatériel et membre de l'association France PCI que je préside. Mais pour ce qui est aux grandes dames de l'île Martinique, le Grand Est est pas forcément suffisamment bien représentée. La région centre-Val de Loire, en tout cas, à ma connaissance, il y a au moins 2 éléments fondements. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont inscrits au patrimoine national et il y en a certains qui ont été, qui sont rentrés en première division, je ne sais pas comment dire. Je pense pas qu'il n'y a pas nécessairement de division. Non, il n'y a pas de division, mais qui ont fait l'objet d'une reconnaissance au niveau de l'UNESCO. Alors, il y a des pratiques qui sont de portée nationale. Le repas gastronomique des Français n'est pas strictement associé à une région particulière. En revanche, je vais prendre un exemple extra-régional. Le carnaval de Granville dans le Cotentin, dans la Manche, est porté au niveau de l'UNESCO, alors que la communauté qui le porte est, j'allais dire, micro-locale. Donc on a tous ces jeux d'échelle qui sont possibles. On a une pratique nationale qui est très très bien implantée en région centre. Ça a été évoqué ce matin, c'est le compagnonnage, puisque nous avons le musée du compagnonnage, qui est le musée de France, qui se trouve à Tours, mais qui fonctionne au sein d'un réseau qui implique d'autres acteurs. Une fédération, je pense. Voilà. Nous avons inscrit donc à l'échelon de l'inventaire national, donc les 550 pratiques qui sont plus ou moins aujourd'hui inscrites insérées à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel français. Nous avons en département d'Indre-et-Loire, le carnaval de Mantelan, petite commune auprès de Loches. Cette fête est inscrite à l'inventaire national. Voilà. La pisciculture dans les étangs de la Brenne, dans l'Indre, c'est aussi une pratique qui est inscrite de longue date. C'est à la fois la gestion des étangs, les pratiques de gestion et d'entretien, les règles d'empoisonnement de ces milieux aquatiques. À l'inverse, sur Orléans, vous avez une fête qui est inscrite de très 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 longue date dans la pratique de la commune. Ce sont les fêtes de Jeanne d'Arc qui se tiennent le 8 mai de chaque année et dont on va fêter les 600 ans en 2029, voilà, par exemple. Donc des choses très 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 diverses. Et viennent d'être inscrites cette année les savoir-faire nautiques ligériens, c'est-à-dire les pratiques de navigation, de pêche et de fête liées à la Loire étant comprise
comme la partie navigable en fait depuis en gros le bec d'Allier jusqu'à l'estuaire, et y compris sur les affluents navigables que sont le Cher, l'Indre ou la Vienne, en comptant Chinon par exemple pour notre région. Donc la Loire, il ne faut pas la confondre, la Loire comme le terrain de développement de ces pratiques avec le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui lui n'est protégé que pour un segment qui va de Sully-sur-Loire dans le Loiret jusqu'à Chalonnes en Maine-et-Loire, et qui est un petit peu, comme disait le président Bonneau, le Jardin de la France ou la Vallée des Rois, très très lié au développement des arts et des cultures de la Renaissance, et qui préfigure le siècle des Lumières, qui va aussi s'épanouir par la suite. Une autre pratique, alors j'ai évoqué la pisciculture par exemple en Brenne, ça a des liens avec les pratiques de la gastronomie, puisque c'est aussi ça qui, pendant des générations, a apporté les ressources alimentaires des populations de la Brenne. Et une autre pratique qui a été inscrite au patrimoine français, c'est l'art de la culture des fruits en espalier. Et donc, il y a des savoir-faire qui sont liés à la production de denrées alimentaires qui vont être mis en œuvre par les détenteurs d'une autre pratique ou d'un autre savoir-faire, lui-même inscrit au patrimoine culturel immatériel du pays, ou porté à un niveau de reconnaissance au niveau de l'UNESCO. Une grande diversité. Je reprends un autre exemple en matière de jeu. La boule de fort. Donc là, je parle vraiment d'une pratique très très liée à la région de Tours. Donc c'est une pratique, un jeu traditionnel qui se développe entre Blois et Saumur, voilà, sur cette portion du Val-de-Loire, et qui est typiquement une pratique de jeu traditionnel qui évolue. C'est une des conditions. C'est un jeu qui avait un problème, c'est-à-dire qu'il était réservé aux messieurs pendant très longtemps. Et ça, c'est un élément qui fait obstacle, peut faire obstacle à l'insertion, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi, ça c'est très important, que les pratiques qui vont être reconnues et insérées soient compatibles avec des grands engagements internationaux auxquels la France a adhéré et qui sont portés par l'UNESCO en matière de droits de l'homme, en matière de préservation du vivant, de développement durable. Donc être inséré au patrimoine, et le président Bonneau l'a tout à fait souligné tout à l'heure, être inséré au patrimoine culturel immatériel, c'est aussi être admis en vertu des valeurs qui sont portées par ces pratiques et qui évitent les replis sur soi, les replis identitaires, qui sont un des écueils qui menacent parfois la revendication ou la valorisation de ces pratiques. Donc les praticiens du jeu du boule de fort a accueilli des praticiennes et absolument les boulistes. Et donc l'un des éléments, oui, il y a un des éléments, une des conditions, c'est aussi que ces savoir-faire soient vivants, ces pratiques soient vivantes, c'est-à-dire qu'elles évoluent au fil du temps, qu'elles adoptent des nouvelles modalités. Un exemple qui n'a rien à voir, le Festival de Venise, je pense, est figé dans son format du XVIe siècle et a peu de chances d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que justement, il n'intègre pas les arts numériques ou des pratiques de création musicale contemporaine, etc. Ou d'évolution en permanence. Mais ça, c'est un point qu'on verra aussi tout à l'heure brillamment illustré, et je pense par la tapisserie d'Aubusson et les nouveaux tissages qui sont proposés pour continuer de bien cerner ce concept du patrimoine culturel immatériel. Il y a un sujet qui est aussi intéressant et qui est parfois pour les porteurs de dossiers en vue de l'inscription à l'inventaire national peut interroger, qui est cette notion de communauté. La communauté n'est pas nécessairement les praticiens ou pas. Et ça, c'est un premier point que je voulais tenter de définir avec vous. Alors c'est très mou comme notion, communauté. C'est des porteurs d'un projet, c'est des porteurs d'une pratique. Mais la communauté se forme aussi avec la dynamique qui préside à l'élaboration du dossier. C'est aussi par la construction de cette demande de reconnaissance
que un certain nombre d'acteurs s'agrègent, s'identifient, parce que c'est aussi une construction d'identité partagée, en disant, bah oui, ce que l'on fait, ce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne nous l'avait pas dit, c'est du patrimoine culturel immatériel. Ça me fait penser à une autre notion. Vous savez que la notion de patrimoine est inscrite dans le Code du patrimoine, donc il y a une norme juridique. Et elle a fortement évolué dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, puisque le patrimoine, dans la première version du Code du patrimoine, cette définition était relativement limitée au patrimoine, je dirais, classique, bâti, architectural, artistique. Voilà, on avait les grands monuments, les musées, voilà. Grâce à l'adoption, à la ratification de la Convention par la France, la Convention de 2003, donc, qui a 22 ans cette année, hein, donc c'est quand même assez jeune. En tout cas, elle est beaucoup plus jeune que moi. Cette notion s'est élargie au patrimoine culturel immatériel. Et encore plus récemment, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop précisément, ont été ajoutées au patrimoine les langues de France. C'est-à-dire que ce patrimoine... En fait, très souvent, quand on interroge tout un chacun sur qu'est-ce qui fait patrimoine à ses yeux, les langues sont rarement évoquées, alors que c'est peut-être la première pratique culturelle qui nous habite depuis notre plus tendre enfance, quoi. Avec la cuisine. Au fond, quand on voyage, quand on quitte chez soi, on part avec sa langue et probablement aussi avec... dans son cœur et dans ses esprits, la cuisine, les recettes et un petit peu de savoir-faire. On voit les communautés étrangères partout dans le monde et parfois même la cuisine, les savoir-faire culinaires sont plus prégnants que parfois même la langue. C'est très important, c'est que peuvent être inscrits au patrimoine culturel de la France des pratiques qui sont nées dans d'autres pays et qui se sont développés, qui se sont répandus, qui sont partagés par une communauté. Donc, par exemple, comment ça s'appelle? Tu vas m'aider, Lily, cette pratique de laver le lavage de l'église de la Madeleine à Paris, qui est donc une pratique qui est portée par une communauté brésilienne. Voilà. Ou alors l'art de la coiffure et du tressage, les coiffures africaines en Île-de-France. Voilà, donc ça signifie que le patrimoine de la France, c'est pas forcément le patrimoine des Français strictement, le patrimoine de la France est enrichi par tous ces apports culturels qui se recombinent entre eux et qui créent une dynamique un petit peu de création en s'appuyant sur des pratiques et des culturels. C'est donc vraiment la volonté d'une identité ouverte, absolument, et vivante. Et qui fait écho à ce qu'avait dit le président de la région Centre-Val-de-Loire, monsieur Bonneau. Pierre Hermé, on va passer le micro, je pense qu'il y en a là. Merci encore d'avoir fait le voyage à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pierre, d'ailleurs, nous étions il n'y a pas si longtemps, en début de semaine, ensemble à travailler avec d'autres acteurs et membres de l'UEHCA sur un sujet, là aussi, qui aspire à rentrer dans l'inventaire national. Et je ne veux pas prendre en otage Lily Martinet, là, devant cet auditoire, à faire la promotion d'un dossier qui, évidemment, nous tient à cœur par ailleurs, mais lié au savoir-faire de la pâtisserie française. Et je ne veux pas faire l'anglicisme non plus, mais c'est vrai qu'au fond, entre l'une des distinctions que l'on fait le plus souvent entre le patrimoine dit mondial et le patrimoine culturel immatériel, cette notion non pas de bottom-up, mais de bas en haut, c'est-à-dire de communautés qui s'emparent d'un sujet et qui le font remonter, qui le font partager, qui estiment que c'est un élément de leur identité, contrairement, et je résume à gros traits, un comité d'experts qui dira que le Mont-Saint-Michel est tellement merveilleux qu'il a une valeur universelle et que donc il doit être partagé avec l'humanité. L'idée de partage existe toujours, mais comment... donc les communautés, à la fois des praticiens, praticiennes de la pâtisserie, mais peut-être un peu plus largement, Pierre, tu pourras nous le dire, comment naît cette envie, ce désir et ce dossier sur les savoir-faire. Alors, ce dossier sur les savoir-faire pâtissiers et pratiques culturelles aussi liées à la pâtisserie et sociales
est née d'un échange avec le président de la Confédération des pâtissiers, Laurent Le Daniel, qui me faisait part que la Confédération était menacée de disparaître. Pourquoi ? Parce que pas assez représentative aux yeux de l'État. Et je trouvais ça vraiment, vraiment dommage. Donc j'ai réfléchi avec Laurent. On a créé une association qui s'appelle Pâtisserie et Patrimoine pour mettre en valeur ces savoir-faire, parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on voyage à travers le monde, c'est le savoir-faire pâtissier français qui est le plus répandu dans les restaurants, les hôtels, parfois dans les boutiques aussi, et que c'est le savoir-faire de référent, parce que il y a des concours mondiaux de pâtisserie, et puis il y a aussi la dimension la pâtisserie, elle rassemble, elle permet le partage, elle permet l'échange autour de fêtes, pas forcément que religieuses, mais de fêtes familiales, d'anniversaires. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant autour de la pâtisserie et du savoir-faire pâtissier français. Alors, tout à l'heure, on parlait d'influence. Dans la pâtisserie française, il y a plein d'influences étrangères. On pourra noter, par exemple, la pâte à choux, mais le savoir-faire pâtissier français a transformé cette pâte à choux, originaire d'Italie, de manière très, très différente de son origine. Donc, il y a vraiment... les influences étrangères ont vraiment été importantes dans le savoir-faire pâtissier français, mais elles ont toujours été réinterprétées, réappropriées et retravaillées différemment. Dans cette sociabilité de la pâtisserie, la façon dont tu le dis très bien, c'est aussi l'occasion de pratiques aussi festives. On offre un gâteau pour un anniversaire. D'ailleurs, je me demande quel dommage d'y penser que maintenant, on aurait dû amener un gâteau d'anniversaire pour le 21e anniversaire des rencontres François Rabelais. Mais nous avons là les bougies, en tout cas une idée pour les années à venir. C'est effectivement, illustrons-le, c'est aussi la Saint-Valentin. C'est effectivement pas cette fête. Après, bon, évidemment que pour l'Épiphanie, on le souhaite. Comment aussi cette volonté qui est intéressante, il y avait une crainte de disparition, mais de la Confédération, peut-être pas des savoir-faire. Et quel est le niveau de mise en péril de ces savoir-faire? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il d'abord, et par ailleurs, après je poserai aussi la question à Lia Martinet, est-ce que c'est un point indispensable pour une reconnaissance à l'inventaire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait ce danger ou ce péril? Dans un premier temps, du point de vue du praticien. Des périls, il y en a plusieurs. Il y en a dans l'industrialisation qui permet à des pâtissiers de faciliter le travail et le gain. Il y a, on a identifié d'autres pistes qui sont en cours de développement, mais sur la transmission, je pense qu'aussi il y a des périls sur la chaîne de transmission. Et puis, on a en France un système de formation plutôt assez compétent et même apprécié, mais qui là aussi peut-être mérite d'être renforcé. Tout à fait. Lily, est-ce que cette notion de péril, faut-il qu'un élément du patrimoine immatériel soit en danger pour qu'il intègre la liste de l'inventaire national? Non, les menaces ne sont pas un critère pour l'inclusion à l'inventaire national du patrimoine culturel et matériel, mais bien souvent, en réalité, les personnes qui nous saisissent d'une demande sont dans une situation où il y a une prise de conscience de nécessité de sauvegarder la pratique en raison de menaces. Donc ça peut être par exemple, dans votre cas, la perte d'une structure représentative pour fédérer les acteurs. Ça, c'était le cas de départ. Oui. Donc souvent, voilà, on a quelque chose, et à travers la réflexion qui est menée dans
l'élaboration de la fiche d'inventaire, qui est une démarche participative, on a souvent des choses nouvelles qui émergent aussi à travers les discussions, le travail. Et souvent, c'est des choses qui n'avaient peut-être pas été perçues au tout début. Alors, dans notre cas, le travail du comité scientifique que nous avons constitué dans cette association Pâtisserie et Patrimoine est en train de faire émerger plein de notions auxquelles on n'avait effectivement pas pensé au départ et qui sont riches, qui enrichissent le contenu du dossier qui a, au bout de 2 ans, maintenant beaucoup avancé et qui est presque prêt. On continue là aussi d'être dans la musculation des hémisphères gauche et droit, parce que c'est vrai que c'est ce travail qui est fait, je pense que c'est vrai pour tous les dossiers qui aspirent à la reconnaissance internationale, c'est le fruit aussi d'une réflexion qui n'a pas toujours été posée et de découverte effectivement au fur et à mesure. Ce qui est intéressant de constater, c'est que cette démarche obtient un consensus quasiment total. Et tous les gens à qui j'en ai parlé, les gens que j'ai essayé de fédérer autour de ce projet, j'y suis allé vraiment de manière très, très humble et très, très discrète. Tous les gens adhèrent à 100% à cette idée. Beaucoup se portent même candidats pour aider, pour être porteurs du projet. Donc c'est vraiment encourageant. Et c'est encourageant et motivant. Alors là, on l'a vu, le péril n'est pas tout de suite là et c'est heureux. En revanche, c'était moins le cas, par exemple, pour la dentelle d'Alençon, où on compte le nombre de dentelières sur, je crois, les doigts d'une main, ce qui est, là aussi, un travail et certaines structures, dont les manufactures nationales, travaillent à continuer de transmettre les savoir-faire qui sont associés à la dentelle, et en l'occurrence à la dentelle d'Alençon. Mais on s'est rendu compte en discutant aussi avec des responsables des entreprises du patrimoine vivant, dans certains domaines, notamment du tissu et du textile, là aussi, il y a une perte de savoir-faire et de transmission des métiers qui ont été pendant des années occupés par une seule personne, et puis qui, la nécessité de former et parfois de se rendre compte un petit peu trop tard. Un des points aussi essentiels et centrale, nodale du patrimoine culturel et matériel, et cette notion de viabilité, donc d'assurer la viabilité de l'élément, comme le dit le vocabulaire UNESCO, mais aussi de bien montrer qu'on ne met pas sous cloche un patrimoine, puisqu'il est véritablement vivant et que donc il se confronte aux nouvelles techniques, parfois aux nouvelles approches, aux nouvelles sources d'inspiration, et probablement que là, sur cette nécessité d'évolution permanente et de recréation aussi en permanence, les exemples menés depuis un certain nombre d'années par la tapisserie d'Aubusson sont assez éclairants. Et chère Alice Bernadac, si vous le voulez bien, peut-être revenir sur la genèse, l'histoire de la tapisserie à Aubusson. Je pense que c'est bien d'avoir quelques illustrations tangibles et concrètes. La démarche de l'inscription qui est intervenue là, à l'échelle de l'UNESCO, à l'échelle internationale, 2009, je le disais tout à l'heure, mais vous allez me le confirmer, et voir petit à petit comment cet esprit d'Aubusson est en train maintenant d'imprégner une certaine modernité avec beaucoup de talent. Oui, merci beaucoup Pierre, et merci évidemment aux organisateurs de ces journées. Oui, alors la tapisserie d'Aubusson, on la pratique. Alors quand on parle de tapisserie d'Aubusson, c'est la région d'Aubusson, ça ne se limite pas à la ville d'Aubusson. Elle est pratiquée depuis le milieu du XVe siècle, donc dans cette région qu'on appelait à l'époque la Marche et qu'on appelle aujourd'hui la Creuse. On est sur une tapisserie dite de basse lisse, c'est-à-dire qu'on pratique uniquement Aubusson sur ces métiers horizontaux, qui sont parallèles au sol et face auxquels on s'assoit un petit peu comme on peut s'asseoir face à un bureau, une table de travail.
La transmission de ce savoir-faire, en fait, elle est demeurée ininterrompue pendant donc à peu près 6 siècles, malgré des périodes, on va dire, de gros temps, à certains moments, notamment à la Révolution française. Et comme le soulignait Lini Martinet, l'inscription à l'UNESCO, elle s'inscrit en fait à la suite de la perception d'une menace pour la continuité de la transmission de ce savoir-faire, puisque en 2009, au moment où le département de la Creuse choisit de porter cette candidature, on a un vrai risque que cette transmission s'interrompe, puisque la tapisserie d'Aubusson traverse une crise qui commence à la fin des années 1960, début des années 1970, dans la droite ligne d'une crise économique mondiale, qui va amener une raréfaction des commandes de tapisserie et un appauvrissement des commanditaires traditionnels des ateliers d'Aubusson. En parallèle, on a une petite rupture aussi qui se crée à ce moment-là avec l'art contemporain, avec les artistes contemporains, avec un rejet à ce moment-là par la communauté artistique des pratiques textiles traditionnelles au profit d'un mélange, d'une approche plus libre des techniques avec des mouvements comme le fiber art que les ateliers d'Aubusson ne sauront pas embrasser et dont ils s'isoleront progressivement, ce qui aboutit à une situation extrêmement préoccupante où en 2009 il demeure à Aubusson 3 ateliers actifs, avec une moyenne d'âge des lycées qui est assez élevée, et surtout plus aucun organisme de formation existant, parce que l'école d'art décoratif a entamé à ce moment-là une migration vers Limoges à la suite d'une fusion. Et depuis 1998, on n'enseigne plus du tout le tissage à Aubusson. Donc à ce moment-là, il y a un vrai risque, et comme c'est souvent le cas dans ce type de dossier, c'est ce qui donne aussi une impulsion pour que les pouvoirs publics portent ce projet d'inscription, et portent en parallèle un projet donc, de cité internationale de la tapisserie, qui est donc à ce moment-là porté donc, par le département de la Creuse, qui possède un musée départemental de la tapisserie, et accompagné par à l'époque la région Limousin, devenue depuis Nouvelle-Aquitaine, et la communauté de communes Creuse Grand Sud. Ils vont faire évoluer ce musée en cité de la tapisserie avec 4 missions principales. La première, c'est la question de la transmission qui apparaissait essentielle. Nous abritons dans nos murs, depuis 2010, un brevet des métiers d'art, art du tapis et de la tapisserie de Lys, qui forme en 2 ans une promotion à chaque fois donc, d'une dizaine de futurs lycéens et lycéennes. Une mission plus traditionnelle, évidemment, de continuer les missions de musée de ce lieu, avec une mission là, de recherche et de valorisation auprès du grand public de la tapisserie d'Aubusson. Une mission de relancer, de renouer le lien avec la création contemporaine. On est donc également une institution commanditaire très régulièrement de projets de tapisserie contemporaine auprès d'artistes qui seront destinés à être interprétés en tapisserie par les ateliers et manufactures du territoire. Et puis une mission un peu plus vaste qui se mène évidemment en lien avec d'autres partenaires du territoire de soutien à cette filière professionnelle qui a une particularité à Aubusson, c'est que c'est une filière qui est entièrement privée. On est sur un modèle très éloigné de celui des manufactures nationales. À Aubusson, il n'y a jamais eu d'institutions, d'ateliers publics ou de manufactures publiques de la tapisserie. Même à l'époque où vous pouvez entendre parler ou lire la manufacture royale d'Aubusson au singulier, en fait c'est un statut qui fonctionnera comme aujourd'hui fonctionnerait un label, mais les ateliers d'Aubusson resteront toujours à la fois multiples et privés dans leur statut. Merci pour ce rappel de la naissance de cette cité internationale. Alors, est-ce que la cité internationale de la tapisserie à Aubusson était un des éléments des mesures dites de sauvegarde du dossier? Est-ce que c'est, d'abord d'expliquer ce que c'est que une mesure de sauvegarde, effectivement dans un vocabulaire où enfin assurer la viabilité. Est-ce que et puis après je reviendrai aussi sur les collections parce qu'au fond il y a une forme de tradition de travailler avec les artistes contemporains. Pour avoir visité les réserves, on voit alors des tapisseries inspirées de cartons. Alors je sais plus, je crois qu'il y a Matisse, Picasso, peut-être de Stahl. Vous fera me confirmer. Mais donc voilà,
comment cette impulsion finalement trouvée grâce à la candidature UNESCO a permis d'être une sorte de levier pour faire naître ce très bel établissement. Et puis après, on verra comment il fonctionne, qui sont les acquéreurs des tapisseries que vous produisez. Alors effectivement, en fait, la préfiguration de la Cité de la Tapisserie, qui est portée par donc notre directeur Emmanuel Gérard, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent parmi nous aujourd'hui, elle se fait en fait en parallèle de ce projet d'inscription à l'UNESCO porté par le département de la Creuse. Et c'est vraiment deux démarches qui, à l'époque, sont pensées déjà comme étant tout à fait complémentaires, puisque l'inscription à l'UNESCO seule marque une reconnaissance qui est très appréciée encore aujourd'hui par les acteurs de la filière. Mais évidemment, à l'époque, les instances avaient bien conscience qu'il fallait prendre des mesures rapides pour enrayer, pour sauvegarder la tapisserie d'Aubusson et pour s'assurer de la transmission continue de ce savoir-faire. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'une complémentarité qui a été dans la manière dont les deux projets ont été portés et conçus. La diapositive qui est là est quand même très alléchante pour qui et un peu interroge aussi, puisque Aubusson, Tolkien, en soi, c'est déjà toute une perspective. Donc, racontez-nous peut-être un peu l'historique de cette rencontre. Alors, non pas avec directement l'auteur, mais ses descendants, si j'ai bonne mémoire, du Seigneur des Anneaux, et de voir comment, comme ça, un chef-d'œuvre de la littérature mondiale peut être retranscrit dans les tapisseries. Un enjeu essentiel au moment de la création de la cité, c'était effectivement l'enjeu de l'image de la tapisserie en général et de la tapisserie d'Aubusson en particulier. C'est vrai que la tapisserie, c'est un objet peu connu du grand public et puis qui souffrait en tout cas d'une image un petit peu poussiéreuse et un petit peu démodée. Une des idées qui a été portée par l'équipe de la Cité à l'époque, c'était de renouer avec une tradition aubussonaise qui est celle des grandes tentures. Alors une tenture, c'est tout simplement un ensemble de tapisseries qui ont été conçues comme un tout. Ça peut être soit des tapisseries qui racontent plusieurs épisodes d'une même histoire, soit des tapisseries qui vont partager en tout cas une thématique commune. C'est extrêmement répandu au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors à l'époque, évidemment, on va plutôt tisser des épisodes bibliques ou de la mythologie gréco-romaine, par exemple. Il y avait une interrogation à l'époque dans l'équipe de la Cité, savoir un petit peu quels imaginaires finalement la tapisserie contemporaine pourrait mobiliser à travers ce dispositif de la tenture. Et donc c'est l'idée à l'époque de mon prédécesseur Bruno Itier, qui était conservateur de la Cité, de se tourner vers l'univers de Tolkien. Et donc, on prend contact à l'époque avec les descendants de J.R.R. Tolkien. Il y a une institution qui les représente, qui s'appelle le Tolkien Estate, qui était présidée à l'époque par Christopher et Baillie Tolkien, donc Christopher, le fils cadet de J.R.R. Tolkien. Et donc, il y a une rencontre dans leur maison du sud de la France avec donc, Emmanuel Gérard, Bruno Itier, qui se sont rendus là-bas pour leur proposer d'interpréter en tapisserie non pas les nombreux illustrateurs qui se sont emparés de l'univers de Tolkien, mais les propres illustrations de l'auteur. Parce que Tolkien, c'est beaucoup plus connu aujourd'hui, a illustré sa propre œuvre, pratiqué notamment la peinture à l'aquarelle. Voilà, et donc on s'est lancé. Alors ça a été il y a une phase de négociation évidemment un petit peu longue. La première rencontre se fait en 2013. On signe une convention avec le Tolkien Estate fin de l'année 2016. Et 2017, on se lance dans 7 années et demie de conception technique de cette tenture. Et ça a été un projet extrêmement important, Aubusson-Thiès Tolkien. Alors déjà parce qu'il a apporté évidemment du travail sous la forme de commandes publiques à la filière tapisserie. C'est 14 tapisseries murales et 2 tapis qui ont été réalisés pendant 7 ans et demi. Ça a été évidemment des commandes pour les teintureries du territoire, pour les filatures, également pour les cartonniers.
Voilà, à toutes les étapes, on a mobilisé les savoir-faire de la filière. Et ça a été un projet extrêmement important pour la filière également, puisque quand on a terminé cette tenture l'année dernière, en juin 2024, on a un petit peu interrogé les professionnels de la filière sur ce qu'avait représenté cette expérience pour eux. Et au-delà, évidemment, de l'engouement que certains ressentaient pour l'univers de Tolkien en lui-même, certains lycéens nous ont dit, nous ont fait part en fait de l'importance que cette tenture avait eu dans la transmission du savoir-faire et dans la création en fait de connexions et de liens entre les anciens de la filière et les nouveaux ateliers créés par les jeunes lycéens et lycéennes. C'était un grand projet, il y avait des tapisseries de très grande dimension qui ont parfois nécessité justement qu'il y ait des alliances qui se fassent, et ça a été voilà, assez important dans la filière. C'est pas l'objet là de retracer tout le travail en amont qui est fait enfin on peut le voir tout de même, mais moi je voulais juste revenir parce que j'ai la chance d'assister à ce qui s'appelle une tombée de métier, n'est-ce pas, et notamment en juin 2024, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça relève presque là pour le coup à la fois du rituel, du spectacle vivant et presque un peu de la performance. Et en plus participatif, si je me trompe, parce qu'on a certains, coupé un bout du... Donc ce moment-là est vraiment exceptionnel. Et c'est un moment qu'on ne connaît pas du patrimoine culturel et immatériel, mais qui embrasse largement à la fois toutes les émotions et les domaines qu'on a pu lister tout à l'heure. Oui, là, c'est vraiment alors, le moment de la tombée de métier. Je vous remets le... Hop. Voilà, donc la tapisserie sur le métier de Basse-Lise. Vous voyez qu'elle est attachée sur ce métier par ces fils blancs qui sont du coton, qu'on appelle la chaîne de la tapisserie. C'est la structure en fait, du tissage qu'on ne voit plus, qui est cachée évidemment une fois que la tapisserie est achevée. Et en fait, quand on termine un tissage, pour libérer la tapisserie du métier, on va venir couper ces fils de chaîne. Et c'est un moment vraiment de rituel, collectif, un moment en fait où cette communauté, qui est une notion extrêmement importante dans le patrimoine culturel immatériel, se matérialise et se rassemble. Et chacun va pouvoir participer et couper effectivement quelques fils. Il y a quelque chose évidemment de l'ordre d'une naissance, comme c'est souvent le cas dans les structures rituelles. Et c'est vraiment effectivement, nous à la Cité, quelque chose qu'on a souhaité dans ces projets valoriser comme moment, en invitant évidemment toute cette communauté avec nous, coupant ces fils et puis en théâtralisant un petit peu effectivement ce moment où on découvre pour la première fois la tapisserie sur son endroit, parce que vous le voyez un petit peu sur la photo, mais en tapisserie d'Aubusson on tisse sur l'envers. Et une partie de l'identité de ce savoir-faire qui est importante, c'est justement cette attente qu'on a de pouvoir voir la tapisserie achevée sur l'endroit et dans son entier pour la première fois, chose qui ne peut advenir qu'à la toute fin finalement du tissage. Peut-être qu'on peut délivrer voilà, quelques exemples. Quelques-unes de ces, du rendu. Voilà, le rendu de quelques-unes des tapisseries inspirées, voilà, interprétées d'après cet univers de J.R.R. Tolkien. Alors c'est vrai que le patrimoine culturel immatériel aussi impose un rapport au temps assez particulier. Et vous avez dit, 7 ans et demi, mais 7 ans et demi, c'est très peu finalement pour cette production. Ça même étonne beaucoup. Et donc elles sont visibles aujourd'hui. Alors elles ont voyagé ou... Tout à fait. Alors évidemment, nous, ces tentures, elles sont vraiment nos ambassadrices aujourd'hui. Elles sont les ambassadrices de la tapisserie d'Aubusson auprès du grand public. Elles ont voyagé, elles ont été exposées notamment l'an passé. La tenture a été présentée dans son entier au Collège des Bernardins à Paris. Et puis dans le cadre de notre partenariat avec la ville d'Angers, elles iront dès le mois d'avril prochain au musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine d'Angers. Et pendant ce temps-là, la grande tenture du Chant du Monde de Jean Lurçat reviendra pour la première fois au Aubusson. Donc il y a aussi comme ça des jeux d'aller-retour entre passé et présent qui sont aussi alimentés par ces grandes tentures. Alors non content de convoquer comme ça le chef-d'œuvre de la littérature mondiale avec Tolkien, vous avez fait le tour de force d'avoir l'un des plus grands dessinateurs et dessinateurs de dessins animés avec Miyazaki. Et là aussi, je pense que ça a dû ouvrir aussi, alors à la fois les esprits, mais aussi le champ des possibles sur d'autres territoires. Et je pense naturellement en Asie, où je me demande il doit être
Est-il toujours vivant d'ailleurs, Miyazaki? Oui. Il est, et donc, oui. Pardon, et donc trésor vivant probablement. Il me semble pas qu'il ait le statut de. Il pourrait. En tout cas, oui, tout à fait. Il s'inscrit, il jouit d'une reconnaissance extrêmement importante au Japon. Et effectivement, donc, depuis 2019, on a passé une convention de partenariat avec le studio Ghibli pour réaliser une seconde grande tenture, avec cette fois un petit peu moins d'œuvres. Elle en comptera 7 pièces extraites donc, de l'univers de Hayao Miyazaki, et qui sont de dimension beaucoup plus importante que les tapisseries de la tenture au buisson de Tolkien, pour garder ce rapport à l'écran de cinéma, justement. Et donc, cette tenture, effectivement, elle permet encore, finalement, d'étendre le rayonnement de la tapisserie d'Aubusson, de l'étendre à la fois dans le monde, puisqu'évidemment, Tolkien est extrêmement connu par les publics français, du monde anglo-saxon. Voilà, et Miyazaki permet finalement de prolonger aussi cette longue tradition d'échanges culturels franco-japonais. Et puis évidemment, le Japon a joué un rôle extrêmement important dans la convention l'établissement de la convention de 2003. Et c'est montré, le studio Ghibli s'est d'ailleurs montré extrêmement sensible à cette dimension d'un patrimoine culturel immatériel, d'un savoir-faire textile ancien dans la réalisation de ce projet. Mais elle nous permet aussi d'étendre le rayonnement de la tapisserie dans la pyramide des âges, puisque Hayao Miyazaki rencontre également un très vif succès auprès des générations plus jeunes, qui sont des générations qui sont beaucoup plus difficiles à toucher lorsqu'on a une institution qui porte le titre de musée. Voilà, on sait qu'il y a une tranche d'âge qu'on a toujours un petit peu de mal à capter. Et alors c'est extraordinaire l'impact de cette tenture Miyazaki, nous, dans le public, à la fois en termes de fréquentation, mais aussi on voit des enfants, des adolescents, ce qui est extraordinaire, en musée, tirer derrière eux leurs parents pour rentrer dans le musée et disant viens, on va voir, il faut qu'on aille voir Miyazaki absolument. Et on a énormément de gens autour de nous qui nous disent c'est mes enfants qui m'ont obligé à venir quelque part parce que Miyazaki était un détour incontournable finalement. Donc, très, très beau succès. On a d'autres illustrations à présenter ou Oui. Alors là, c'est la tapisserie qui est actuellement en cours de tissage. Donc la sieste de Mei Totoro, là, c'est une des artisanes de la filière, Delphine Mangeret, qui est dessinatrice cartonnière, qui prépare donc le carton. Quelques photos des tissages en cours. Évidemment, c'est toujours très beau. C'est très grand métier à tisser. Donc, vous voyez, ce sont de très grandes pièces. Vous voyez que je n'exagérais pas. Le métier à tisser qui est sur la droite fait 8 mètres de long. Et la tapisserie qui est en cours de tissage dessus, 5 mètres de haut sur 4,60 m de large. Et puis, voilà, une photo d'une des tapisseries achevées. Chitaka soulage sa blessure démoniaque. Ça a été la première tapisserie de la tenture à tomber de métier en 2022. Et elle revient tout juste du Japon, d'Osaka, où elle a représenté les savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson au sein du pavillon de la France durant les 6 mois de l'exposition universelle d'Osaka, pendant lesquels le pavillon de la France a accueilli donc 4,6 millions de visiteurs, en faisant le pavillon le plus visité de l'exposition. Et donc c'est la 3e tapisserie de la tenture à partir découvrir le public japonais. Et il y a vraiment un très très bel accueil qui a été fait à ces tissages, à la fois évidemment par les représentants du studio Ghibli, mais aussi par le grand public japonais qui manifeste une réelle sensibilité face à ces tissages et face à cette question des savoir-faire. J'ai accompagné la toute première qui soit partie au Japon, qui est la tapisserie du château ambulant. Et lors de la conférence de presse, les journalistes étaient vraiment extrêmement fascinés par cette question de la technique. J'ai eu énormément de questions sur mais par qui c'est fait, combien de personnes, combien de temps, comment c'est fait. Et effectivement, quand on regarde, on imagine bien la prouesse aussi technique dans la subtilité des teintes, de ce petit ruisseau, de la délicatesse des représentations, des ombres, des lumières. C'est quand même effectivement une très très belle prouesse. Et je trouve que ça fait un très bel ambassadeur des savoir-faire, à la fois français et aussi de l'ensemble du patrimoine culturel et matériel. C'est une belle illustration de ce qui est possible de faire. Et je prendrai peut-être, à moins qu'il y ait une autre image où non, on a vu l'essentiel. En tout cas, c'est aussi une invitation
aller sur place, hein, c'est pas si loin, et ça mérite le détour, comme le disent parfois les guides Michelin. Là, en l'occurrence, ça mérite le détour d'aller à Tapisserie Aubusson. Je suis sûr que tout le monde sera très bien, évidemment, accueilli. Je reviens sur l'inventaire du patrimoine culturel et matériel national et l'effort relativement récent qui a été fait par le ministère de créer cette plateforme d'information. Peut-être que là aussi, Lily Martinet, vous pouvez, et Damien, sur la plateforme, sur la façon à la fois la collecte des informations et puis la promotion qu'elle implique de la diversité, de la vitalité du patrimoine culturel et matériel en France. Oui. Peut-être qu'on va répondre à deux, parce que sur la conception de cette plateforme, voilà, je ne saurais pas en résumer l'historique, mais en tout cas, autant le ministère de la Culture attribue toute une série de labels pour des architectures contemporaines remarquables, des jardins. Il y a des événements nationaux qui sont récurrents, les journées européennes du patrimoine, le 3e week-end de septembre, etc. Et bon, voilà, c'est un rendez-vous qui est intégré dans les pratiques, dans nos pratiques. Il y a des millions de visiteurs. La nuit des musées, etc., la fête de la musique, voilà, par exemple. Pour le patrimoine culturel immatériel, on s'interrogeait pour savoir comment le faire valoir, comment le diffuser. On ne peut pas avoir une date, un événement de cette nature-là qui serait valable pour tout le patrimoine culturel immatériel. On n'imagine pas à Orléans de faire les fêtes de Jeanne d'Arc au mois de novembre, par exemple. C'est absolument inconcevable. Donc il a été mis en place un agenda, c'est-à-dire un outil numérique partagé où tous les acteurs du patrimoine culturel immatériel ont l'opportunité de signaler les événements qui sont en lien avec leur pratique et de donner rendez-vous au public pour assurer la diffusion, la connaissance, le partage, hein, puisque c'est... En fait, notre vie, c'est que ça. On cherche à partager tout le temps, quoi. Et donc, cet outil, alors, je ne sais pas comment il est... L'agenda culturel l'agenda du patrimoine culturel immatériel, voilà. Et qui est donc un outil en ligne qui signale les grands rendez-vous qui sont proposés au public le plus nombreux. Dont les rencontres François Rabelais de cette année présente. Absolument. Et c'est visible. Ils sont sur le site, tout à fait. Sur le site internet du ministère de la Culture. Quelque chose à rajouter, oui. Alors, je peux peut-être ajouter, cet agenda fait partie de quelque chose de plus large, qui est une grande campagne de communication nationale sur le patrimoine culturel matériel. Donc, c'est une mesure qui avait fait l'objet d'une recommandation dans un rapport de 2021 du Sénat sur le patrimoine culturel matériel. Il y avait cette idée d'avoir une campagne de communication. Et donc, elle a été mise en œuvre cette année par le ministère de la Culture. Elle s'appelle « Vivre le patrimoine culturel matériel ». Il y a une série de vidéos qui ont été réalisées sur des pratiques incluses à l'inventaire national. Ça va de la démocène au patrimoine alimentaire alpin. Également des reportages photos, des articles sur des sujets, par exemple le rapport entre patrimoine culturel matériel et développement durable. Et voilà, donc je vous invite à aller sur le site internet du ministère de la Culture, sur l'onglet thématique patrimoine culturel et matériel, et vous pourrez accéder à tous ces contenus qui sont encore en train d'être mis en ligne. Il y a eu notamment, Damien a parlé du lavage de la Madeleine. Il y a eu également une couverture du lavage de la Madeleine de cette année. Donc c'est toujours avec cet objectif, parce que on fêtera les 20 ans l'année prochaine de la ratification de la Convention par la France, mais le patrimoine culturel et matériel reste encore souvent méconnu ou confondu avec d'autres notions. Alors là, bien entendu. J'ajoute une dernière petite chose. Le site internet du ministère de la Culture permet aussi d'accéder aux fiches documentaires de toutes les pratiques inscrites au patrimoine culturel immatériel. C'est un travail c'est un peu du travail de documentation qui a permis d'élaborer des fiches. La dernière pour les savoir-faire ligériens, les savoirs nautiques ligériens qui ont été inscrits cette année en juillet
il y a un document de 35 pages qui fait tout le détail avec la typologie des acteurs, les références, les coordonnées. Voilà, donc c'est très riche. Et il y a donc 550 fiches de cette nature qui sont alors plus ou moins étoffées. Les plus anciennes sont peut-être un peu plus maigres que les plus récentes, mais qui vous donnent déjà une manière d'entrer en matière d'entrer en contact avec ce patrimoine. Merci. On approche des rendez-vous, alors à la fois l'UNESCO, et je conclurai sur ce point tout à l'heure, juste après, mais on approche aussi des fêtes. Est-ce que ce moment des fêtes de fin d'année, pour le sujet qui nous intéresse également des savoir-faire et la culture de la pâtisserie française, est un moment particulier pour mobiliser, j'allais dire, les communautés, puisque Pierre Hermé, je vous Oui, laisse. j'en suis certain, parce que les fêtes de fin d'année, qui aujourd'hui commencent avec les calendriers de l'Avent et se terminent par les galettes, mobilisent beaucoup la communauté, les professionnels. C'est pour beaucoup une part importante du chiffre d'affaires annuel. Et je pense qu'aujourd'hui, comme jamais, les pâtissiers redoublent de créativité, d'audace, de démonstration du savoir-faire pour illustrer ces fêtes de fin d'année. Et on a encore cette année une richesse incroyable dans toutes les maisons françaises. Aujourd'hui aussi, les palaces, les boutiques, les restaurants. Enfin, il y a un vrai foisonnement de la créativité en matière de pâtisserie, et en particulier sur les fins d'année. Merci beaucoup. Et pour toutes celles et tous ceux qui auraient le désir de non seulement d'en savoir plus, mais peut-être d'accompagner la construction et la dimension stimulante intellectuellement d'un dossier tel que celui défendu par Pierre Hermé, je pense que ici la Villa Rabelais et le HCA sera à même de relayer les informations. Une actualité du patrimoine culturel et matériel à l'échelle internationale ne va pas manquer de nous occuper dans les prochains jours aussi. Lily, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot et voir sur les candidatures françaises. On peut pas on les connaît, mais comment, dans quelles circonstances, dans quel contexte se situe cette prochaine réunion du patrimoine culturel et matériel à l'échelle de l'UNESCO? Donc la prochaine grande réunion, c'est la session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel, qui est l'organe exécutif de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Il comporte 24 États qui ont ratifié la Convention, dont la France. Donc la France siège au sein de ce comité intergouvernemental, et vont être examinées toutes les candidatures pour le cycle 2025. La France n'a pas porté de candidature pour cette année. On a une préoccupation au niveau de l'UNESCO qui est la difficulté de traiter un nombre de dossiers qui grandit d'année en année et qui montre le succès de cet instrument international, et des capacités à traiter les dossiers qui sont limités à 60 dossiers par an. Donc il y a des quotas sur les candidatures que les États peuvent soumettre. Et donc nous sommes soumis à ce quota d'une candidature tous les 2 ans pour les candidatures portées uniquement par la France. Donc cette année est une année blanche. Et en revanche, il y a d'autres pays qui ont soumis des candidatures. L'enjeu principal actuellement, c'est la création d'une plateforme sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques de sauvegarde. Donc c'est tout un travail qui est en cours au niveau de l'UNESCO pour montrer des bons exemples de plans de sauvegarde. Donc ça pourrait être par exemple ce que vous avez fait à Aubusson par rapport au lien avec tout ce qui est culture populaire et des savoir-faire traditionnels. Donc ça pourrait être un bon exemple pour revitaliser une pratique et aussi toucher les générations les plus jeunes. Il y a également un projet en cours au sein de l'UNESCO sur un atlas et une plateforme liée aux pratiques alimentaires. Donc c'est un projet qui est financé par le Royaume d'Arabie Saoudite et qui intégrera notamment tous les éléments qui sont inscrits sur les listes en lien avec des pratiques alimentaires.
des beaux projets, en tout cas qui ont un écho particulier effectivement ici à Tours. Je pense qu'on a dressé comme ça une sorte de panorama par petites touches et une sorte d'esquisse, et que maintenant tout le monde est parfaitement au courant des subtilités et la diversité et de combien le patrimoine culturel et immatériel est important. Et profitons-en peut-être maintenant pour faire circuler le micro dans la salle, si sur certains des points qui ont été développés, et y aurait-il des questions, des demandes de précision sur ces sujets. Je vois tout de suite à ma droite, là juste au deuxième rang, troisième, pardon. Tac. Oui, merci. Non, j'aurais une petite question pour Pierre Hermé. En fait, moi, j'aurais aimé l'entendre sur ce qui, selon lui, quelle est la spécificité, s'il y en a une, de la pâtisserie française, et qu'est-ce qui fait patrimoine dans cette pâtisserie. En quoi cette pâtisserie est pour nous, Français, un élément important de notre patrimoine. On a un peu de temps. Non, mais je vais essayer d'être le plus court possible. Mais toutes les techniques, tous les savoir-faire dans le domaine de la pâte, de la crème, des biscuits, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des influences étrangères, mais il y a un ensemble de choses, un ensemble de techniques, de savoir-faire qui sont très ancrés et très marqués dans le savoir-faire pâtissier français. Et c'est cet ensemble-là qui constitue pour moi... Ouais, c'est bon. Donc, on a mis en œuvre toute cette... Dans le dossier qu'on est en train de travailler, on a essayé de mettre en lumière tous ces savoir-faire, de les expliciter. Et aujourd'hui, quand vous allez partout dans le monde, moi qui ai tendance à voyager pas mal, c'est ce savoir-faire, cet ensemble de savoir-faire et de techniques pâtissières françaises que l'on retrouve partout dans le monde. Et lorsqu'il y a des concours de pâtisserie, c'est toujours la pâtisserie française. Il y a peu de concours dans d'autres pays. Il y en a quelques-uns, mais très très peu autour de spécialités. Mais des concours mondiaux sont toujours autour du savoir-faire pâtissier français. Bien sûr, bien sûr. Juste rapidement, il n'y a pas de nécessité de spécificité française au niveau de l'inventaire national. On peut avoir des pratiques qui n'ont pas de spécificité française. Ce qui importe, c'est que la pratique soit présente sur le territoire français. Et moi, je me permettrais peut-être de compléter ce que vient de dire Pierre Hermé, et peut-être en ayant en tête un dossier que tout le monde connaît bien désormais, celui du repas gastronomique des Français. C'est aussi la façon dont on célèbre les moments heureux, et avec un beau gâteau, les pratiques sociales, les pratiques culturelles. Et c'est pas nécessairement une spécificité française, en effet, mais c'est une spécificité de la communauté en tout cas des Français, si, de le célébrer. Ça, on peut le voir ailleurs, mais nous, ça nous attache plus particulièrement. Il y a, enfin, dans l'année, il y a plein d'occasions de célébrer autour d'un gâteau. Hein. Et c'est très français. La galette des rois, c'est très français. La bûche de Noël, c'est très français. Le savoir-faire bâti autour de Pâques, c'est pareil, c'est très français. Alors il y a beaucoup de fêtes religieuses dans ce que je viens de dire, mais il y a aussi des fêtes familiales, locales. La Saint-Valentin, on l'a dit. Oui. Est-ce que sur ces sujets... Mais la Saint-Valentin, c'est à l'origine pas français. Ah. Contre-exemple. Une question. Oui, au premier. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Une question, Jean-Jacques Hervé, je suis ancien président de l'Académie d'agriculture et je suis préoccupé par l'articulation entre les qualités gastronomiques, les savoir-faire gastronomiques et les savoir-faire agricoles, en particulier dans le contrôle des semences végétales, qui est un enjeu majeur
pour le chocolat, mais pour aussi le pain, pour les légumes. Est-ce que dans le patrimoine immatériel, il y a une place pour la protection de ce patrimoine des savoir-faire relatifs aux sélections génétiques? Le grand généticien russe qui s'appelle Vavilov a montré que la sélection, ce n'était pas qu'une affaire de physiologie, c'était aussi une affaire de culture de ceux qui cultivaient ces semences. Lily, je veux bien compléter après. Mais... Oui, alors s'il y a une communauté patrimoniale, qu'elle considère que c'est son patrimoine et que ce patrimoine lui procure un sentiment d'identité, de continuité et que ce patrimoine évolue dans le temps, par exemple une pratique autour de la sélection des semences, et que ça rentre bien dans cette définition du patrimoine culturel et matériel, ça peut éventuellement faire l'objet d'une fiche. À titre personnel, ça me fait penser aux dossiers liés à l'art de l'espalier, où des associations étaient particulièrement présentes, qui sont les associations des croqueurs de pommes, qui travaillent notamment sur la question de sauvegarder des variétés anciennes de pommes, de pommiers. Et donc on a cette recherche dans certains dossiers de conserver une forme de biodiversité. On a le même aspect dans le dossier sur la transhumance, avec les espèces animales. On va avoir des espèces animales qui vont être adaptées à certains massifs ou pour certains produits. Donc c'est présent. Ensuite, il faut vraiment éviter de tordre le concept de patrimoine culturel et matériel pour des objectifs qui iraient à l'encontre de l'esprit de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait réellement une communauté, que ce ne soit pas quelque chose construit de façon artificielle pour d'autres fins. D'autant qu'il peut y avoir d'autres outils pour protéger des semences, d'autres indications, appellations. Damien, sur ce sujet précis, je pense l'exemple de la tomate à Montlouis, là, le château de la Bourdésière, qui est une espèce de conservatoire de l'ensemble. Alors, je n'ai pas expertisé, je ne connais pas, mais voilà, je me dis, il y a quand même des gens qui sont déjà les pieds dedans, et peut-être que là, il y a un embryon de communauté qui pourrait émerger sur ces questions-là. En tout cas, merci aussi, Lily, parce qu'on est arrivé à une définition claire, précise du patrimoine culturel et matériel. Donc, merci beaucoup pour cette précision. Je crois qu'il y a une question en face, au milieu de la salle. Je ne peux pas faire C'est bon, normalement. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette table ronde très intéressante. J'avais une question. Si on prend l'exemple de la gastronomie, enfin du repas gastronomique à la française inscrit au PCI, ou par exemple la diète méditerranéenne inscrite au PCI et qui a été ratifiée par 7 pays du coup différents, qui ont aussi des cultures différentes, comment finalement ça permet de visibiliser des pratiques plus locales, plus localisées, et comment ça permet, qui pourrait se rattacher par exemple à la diète méditerranéenne, et comment finalement ça permet de préserver cette transmission, cette évolution de pratiques, parce que ça paraît beaucoup plus global. Par exemple, la diète méditerranéenne, ça paraît très large par rapport, par exemple, aux tapisseries d'Aubusson, qui sont un sujet plus précis. Je te donne peut-être un mot, mais en tout cas, mais après il faudra le compléter. Pour ce qui est de la diète méditerranéenne, alors ce sont des pays, mais au sein des pays, ce sont des communautés emblématiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une ville, la plupart du temps, qui est emblématique d'une pratique et qui correspond à cette définition de la diète méditerranéenne. En revanche, je rebondis, c'est assez malheureux, la France n'en fait pas partie, c'est dommage, mais je pense qu'on devra travailler aussi à intégrer, puisque quand il y a un dossier multinational, on peut l'intégrer au fur et à mesure et l'enrichir d'autres communautés et d'autres points de vue. Pour ce qui est après de la défense d'un certain nombre de pratiques, il y a la possibilité d'avoir une communauté nationale. Donc de l'ensemble. C'est le cas du repas gastronomique des Français, puisqu'au moins on n'est pas loin de 68 millions de gastronomes. Un complément par Lily Martinet. Alors, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que le repas gastronomique des Français, c'est une communauté qui est extrêmement diffuse puisqu'elle est nationale. Mais le mérite de cette inscription, c'est qu'elle a ouvert une porte dans laquelle s'est engouffrée ensuite de nombreuses autres communautés patrimoniales.
Donc c'est vraiment, ça a impulsé un mouvement global. Et ensuite, on voit au niveau de l'inventaire national des fiches qui ont un ancrage géographique ou un périmètre qui est plus restreint. Donc ça peut être par exemple la découpe bouchère qui est vraiment sur des gestes précis, des savoir-faire. Mais l'avantage du repas gastronomique des Français, c'est que ça a ce côté un peu parapluie qui permet vraiment d'avoir une prise de conscience globale et de pouvoir vraiment sensibiliser à la dimension patrimoniale des pratiques alimentaires en France. Et on est précurseur sur ces questions. On fait partie des premiers États à avoir eu une inscription à l'UNESCO, à avoir ouvert cette possibilité. Et on voit maintenant que d'autres États rejoignent ce type de réflexion. Et je rappelle que cet après-midi, pour toutes celles et tous ceux qui veulent tout savoir sur le repas gastronomique des Français et son inscription, il y a une table ronde qui s'appellera donc à partir de 16h30, ici même, sur le repas gastronomique des Français. Donc revenir sur la genèse et finalement aussi de façon un peu, non pas quesaco comme la table ronde de ce matin, mais plutôt aussi à quoi ça sert et quelles en sont les conséquences, notamment à travers le plan de gestion et le plan de sauvegarde qui a pu être mis en place. Donc rendez-vous aussi à 16h30 cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut applaudir quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle sur notre sujet du patrimoine culturel et matériel? Alors à ce moment-là, je vais peut-être conclure, donner à chacun finalement ce que j'avais écrit dans le texte de présentation. Au fond, jusqu'à présent, peut-être qu'on faisait tous un peu du patrimoine culturel et matériel sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. Désormais, nous savons que nous sommes tous des praticiens et des praticiennes de ce très beau patrimoine culturel et matériel. Très bonne rencontre des... François Rabelais. À très bientôt.